mets Maryse à ma droite parce qu'elle sait où est la flèche. Alors, on va se présenter. Donc, nous, on représente l'EHPAD de Yerville, dans plein de pays de Caux. Donc, à ma droite, Maryse Ponty, qui est la psychologue de notre établissement. À ma gauche, Marie Simon, qui est le cadre infirmier. Puis moi, je suis médecin coordonnateur. Ben, j'ai trouvé. Alors, l'EHPAD, c'est un lieu de vie et un lieu de fin de vie. L'entrée en EHPAD, ça se fait fréquemment, malheureusement par défaut, le consentement des personnes est souvent difficile à apprécier. Et puis, même s'il y a un refus, en fait, ce refus se heurte au principe de réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus possibilité de rester à son domicile parce que les aides ne sont plus possibles. Donc, la décision, elle est souvent prise par les proches et quelquefois sans même information du futur résident. L'entrée en EHPAD, c'est une rupture avec le passé pour les personnes âgées qui y rentrent, de plus en plus âgées. À Yerville, la moyenne d'âge d'entrée, c'est au-delà de 85 ans. On a de plus en plus de dossiers au-delà de 90. Donc c'est un moment de fragilité pour ces personnes, c'est un sentiment de perte, c'est un deuil. Et dès l'entrée, ils s'engagent un lent cheminement vers la fin de la vie. Dans l'EHPAD, l'idée de la mort, elle est omniprésente et en même temps, c'est souvent très difficile, ça a déjà été dit d'ailleurs, d'échanger sur le sujet de la mort avec les résidents, malgré, comment dirais-je, ce qu'essaient de faire tous les membres du personnel de l'établissement. Et puis, il y a une chose assez particulière, on va y revenir peut-être après, mais la nomination de la personne de confiance est assez fréquente, mais par contre l'expression des directives anticipées est très rare. Je crois, sans être démenti, dans les 5 dernières années, 2 directives anticipées émises spontanément par les personnes. Peut-être qu'on ne fait pas bien le travail, mais c'est souvent difficile d'échanger avec les personnes sur l'expression des directives anticipées. Donc l'enjeu pour les équipes de l'EHPAD, c'est d'accompagner la personne dans le respect de son autonomie, de sa dignité, avec toutes les exceptions que ça peut avoir, et puis aussi du projet de vie, parce que même si on rentre très tard dans un EHPAD, il y a encore une vie, un projet de vie, et qu'on traduit, nous, par le projet d'accompagnement personnalisé. Et puis, à un moment donné, et ça c'est... il faut remercier toutes les équipes, les aides-soignantes au premier chef, qui sont au plus près tous les jours de nos résidents. Il faut identifier les dernières demandes, les souhaits, les refus, et puis essayer, tenter d'y répondre au mieux. Alors, l'accompagnement de fin de vie, ça a déjà été dit, c'est dans un cadre réglementaire avec l'article 138 du Code de déontologie qui impose d'accompagner le mourant jusqu'à son dernier jour, et puis la loi Claes-Leonetti. Alors, je ne reviens pas sur la loi, on a déjà largement parlé, mais c'est un dispositif extrêmement mal connu. Il y a eu un sondage BVA en fin 2022 qui montre moins d'un Français sur 2 connaît la loi. Moins d'un Français sur 5 de ceux qui connaissent la loi souhaitent en parler avec leur médecin. Ça renvoie à ce que disait Thibault tout à l'heure. Et 40% des sondés se disent mal informés. Il y en a moins d'un sur 2 qui connaît le principe de la personne de confiance et des directives anticipées. Et dans ceux qui connaissent la notion de directive anticipée, 80% ne les ont pas écrites. Ça rejoint probablement, si on faisait un appel à la salle avec la main levée, je pense qu'il n'y aurait pas tellement de mains qui se lèvent. Même parmi les vieux birbes qui peuplent quand même un peu la salle. Sauf, oui, je sais, Jean-Pierre, tu nous l'as déjà dit, mais on ne te demande pas ce qu'il y a dedans. Et puis, donc, 55% seulement des sondés connaissent la notion de sédation profonde et continue. Donc, ça veut dire qu'il faut de l'information. Ça a été dit tout à l'heure aussi, l'information concernant la loi, la directive anticipée, etc. C'est indispensable pour le patient, bien sûr, pour leur entourage, mais aussi pour les équipes de l'EHPAD. Marie, je vous passe la parole. Globalement, l'EHPAD, effectivement, représente le dernier lieu de vie des personnes âgées qui entrent en institution. Et on peut se poser la question de comment les personnes âgées trouvent-elles un sens à leur existence
y compris du coup à leur vie au sein de l'EHPAD, lorsqu'elles savent que celle-ci prendra fin. Et comment les personnes âgées appréhendent-elles et ressentent-elles leur fin de vie au sein d'un environnement médico-social. Donc les personnes âgées vont vraiment avoir des vécus qui vont être différents, donc d'où nous l'importance de la prise en compte des différences individuelles, parce que c'est des moments qui vont être un peu des bilans de vie, donc en fonction de leur propre histoire et de leurs propres besoins aussi, donc physiques, psychiques, sociaux et spirituels. Parce qu'elles quittent finalement leur domicile qui est source d'identité et d'intimité pour un lieu de vie inconnu et communautaire. Donc les représentations, les questionnements, les non-dits vont pouvoir générer des angoisses parce que la mort ne peut que se rapprocher finalement. Donc cette nouvelle réalité est extrêmement difficile à accepter parce qu'elle renvoie à la représentation de mouroirs qu'on peut encore entendre aujourd'hui, à des nouvelles habitudes de vie, des nouveaux repères qui sont à prendre. La question de la participation au moins active au choix d'entrée en établissement, à la découverte d'un nouvel environnement de vie, de professionnels et du coup d'un nouveau rythme de vie aussi, et la confrontation à l'état de santé de leurs pairs, des autres personnes âgées. Donc finalement, il convient aussi d'affirmer les droits des patients et de respecter leurs souhaits. Donc on a plusieurs outils qui nous le permettent. Donc les différentes lois, la loi qu'on a vue ce matin de 1999, la loi de 2002, de 2005, de 2016. On a également les chartes des droits et libertés de la personne accueillie, les chartes des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance, les recommandations de la Haute Autorité de Santé et de l'Organisation mondiale de la santé. En EHPAD, on y réfléchit aussi autour du projet d'établissement, ce qu'on est en capacité de pouvoir proposer aux personnes âgées accueillies, et du coup justement en incluant également leurs proches, en faisant aussi référence au Code de l'action sociale et des familles. Donc la fin de vie en EHPAD vient forcément interroger l'éthique, et du coup elle fait appel à différents principes, donc celui de dignité, donc au sens très très large, qui nous permet le respect finalement de l'humain avec un grand H, et qui constitue une prudence dans nos rapports aux sujets fragilisés. Le principe de sollicitude, donc le fait de prendre soin qui nous amène à se sentir concerné parce que la personne vit, et le reconnaître finalement dans son humanité. Et l'importance de la réciprocité aussi dans la relation. Les principes de fragilité et de vulnérabilité. Donc la fragilité est vraiment un processus complexe, variant en fonction des ressources de la personne, mais aussi dans l'environnement de vie dans lequel elle évolue. Et du coup, la fragilité peut venir entraîner de la vulnérabilité. Le principe de liberté, donc être libre dans ses choix, dans ses actions, mais tout en respectant autrui. L'égalité et l'équité qui viennent un petit peu questionner aussi l'objectivité et la subjectivité. Le principe de justice, donc qui permet à chacun de vivre dans le respect pour s'intégrer dans un tout. Le principe d'autonomie, qui renvoie à la capacité de prendre des décisions par soi-même. La bienfaisance et la non-malfaisance, donc vraiment l'évaluation bénéfice-risque dans l'intérêt de la personne. Et le principe aussi de bienveillance et d'absence de jugement, donc vraiment dans le fait d'accueillir la personne dans sa globalité et tenter de la comprendre au mieux. Donc les fondements éthiques de l'accompagnement de fin de vie nous permettent de réfléchir et donner un sens à sa pratique. C'est comment faire au mieux dans l'accompagnement des personnes, le fait de réfléchir, d'agir collégialement en pesant les bénéfices et les risques des actions qui peuvent être mises en place, en sachant aussi se limiter lorsque celles-ci deviendraient déraisonnables, et en étant toujours présent auprès des personnes accompagnées et aussi de leur entourage. Et surtout, en tenant compte de la singularité de chaque situation, de chaque systémie et surtout de chaque personne. Pour ça, on peut déjà écouter les paroles, mais aussi les silences, observer les comportements, les interactions, regarder les personnes âgées vraiment dans leur globalité pour pouvoir mieux les comprendre, mieux les respecter et mieux les accompagner individuellement. L'importance aussi d'être auprès des proches aux côtés pour les accompagner, pour les soutenir et pour leur expliquer aussi la situation.
L'accompagnement des professionnels dans leur questionnement, leur réflexion, leur pratique, pour que chacun puisse trouver du sens au travail d'équipe. Chacun va avoir son rôle, mais ça s'inscrit aussi dans une collégialité d'accompagnement. Et qu'est-ce que la juste et bonne distance en gériatrie, là où la confrontation au grand âge, à la dépendance, à la maladie et à la mort sont quasi quotidiennes. Donc l'éthique nous permet aussi de pouvoir accompagner ces questionnements dans le but vraiment d'adapter l'accompagnement aux besoins de la personne en prenant en compte les champs d'action possibles au sein de son environnement et nous au sein de l'EHPAD de Yerville. Donc moi je vais plus échanger en fait sur la pratique dans l'établissement. Donc on a une démarche de la qualité de l'accompagnement qui repose sur différents éléments qui sont vraiment à prendre en compte. Donc le premier c'est le respect des droits et des libertés de la personne, une personnalisation de l'accompagnement du résident, une coordination entre les différents intervenants, que ce soit en interne ou avec des partenaires de l'extérieur. Aussi qu'il y ait une relation de confiance et de qualité entre les professionnels, le résident et leur entourage. On a aussi une démarche de culture... On a aussi une démarche de culture palliative qui est très importante, notamment qui passe aussi par la formation des soignants et qui passe aussi par l'échange pluridisciplinaire. Des temps d'échange entre les différents professionnels sont importants et permettent aussi de répondre à certains questionnements qui peuvent être divers selon les personnes. Excusez-nous, on va faire perdre du temps. Indépendant de Bon, ce qui est important, nous, pour le résident, effectivement, ça passe déjà par le recueil de ses souhaits et des besoins. Donc le recueil des souhaits d'accompagnement de fin de vie du résident au sein de l'établissement, donc comment ? Donc par différents outils, on a les directives anticipées, mais comme on a pu déjà échanger juste avant, actuellement il n'y a aucun résident qui nous ont donné, qui ont émis des directives anticipées au sein de la structure. La personne de confiance, la nomination de la personne de confiance, on s'interroge, est-ce une personne de confiance qui est en tout cas désignée ? Le projet d'accompagnement personnalisé, où là on va intégrer au fur et à mesure des échanges qu'il peut y avoir, des échanges formels ou informels entre résidents, soignants, familles. Quand ? Donc le recueil commence dès l'inscription de la personne. Donc là, on essaye d'ouvrir une porte, notamment effectivement quand on donne tous les documents administratifs. On a intégré les directives anticipées et la personne de confiance. Donc là, on prend un temps au moment de la visite pour expliquer ce que sont que les directives anticipées et la personne de confiance. Et après, ça se fait tout le long du séjour de la personne. Sachant qu'il y a des souhaits qui peuvent évoluer tout au long du parcours du résident. Voilà. Donc rien ne reste figé jusqu'au dernier moment. Par qui ? Donc ça c'est l'affaire de tous les professionnels qui sont au sein de la structure, mais aussi du médecin traitant, qui lui est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. On peut aussi intégrer les professionnels qui pouvaient intervenir aussi au domicile
de la personne, qui ont longuement échangé avec la personne, avec l'entourage, et qui peuvent nous amener des informations supplémentaires sur les souhaits qui ont pu être donnés à un moment T. Donc comment ça se déroule? Donc vraiment sur l'accompagnement de fin de vie, hein, donc quand on arrive sur les derniers moments, donc c'est un repérage. Donc on repère effectivement, on est attentif à l'évolution de l'état de santé du résident, enfin, des résidents en général. Voilà, ça passe par le médecin traitant, par l'infirmière, par l'aide-soignante. Ça peut être aussi même l'animatrice qui observe voilà, un changement dans l'état de santé ou de la personne, de la psychologue, mais aussi des autres intervenants, hein, comme l'herbothérapeute, la kiné, enfin, voilà, ça peut être... Et le médecin coordinateur. Mais c'est un travail d'équipe. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Donc voilà, quand on repère une personne où l'état général, enfin l'état de santé se dégrade, on propose des temps d'échange en équipe, voilà, avec le médecin traitant, médecin co, enfin voilà, toutes les personnes qui peuvent intervenir autour du résident. Et on commence aussi, on accentue en tout cas l'observation de la douleur physique, l'apparition d'une douleur physique et d'une souffrance, de la souffrance morale. Ensuite, la situation est évoquée en pluridisciplinarité lors des transmissions et aussi au CODIR, donc au comité de direction. Échange médecin traitant, médecin co, psychologue, cadre IDE et IDE. Là, les décisions collégiales commencent à être formalisées. Il y a donc le médecin traitant qui, lui, a une place importante, puisque c'est lui qui va aussi échanger, qui va expliquer aux résidents son état de santé, ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, et voilà, recueillir aussi lui le ressenti et prendre cette décision, donc notamment par exemple arrêter les traitements. Et là ensuite on va élaborer un plan de soins qui va être adapté aux besoins de la personne, donc tout ce qui va être autour du soin de confort, de l'évaluation de la douleur, de la souffrance, l'adaptation de l'alimentation, l'hydratation qui est aussi une grande question, on est sur la fin de vie. Et puis un plan de soins qui va être adapté aux souhaits du résident. Il y a donc dans un temps suivant, donc c'est l'échange avec la personne de confiance, enfin l'entourage, la famille, pour leur expliquer, voilà, donc où nous en sommes dans l'accompagnement, ce qui va être mis en place, ce qui ne va pas être mis en place aussi. On a des familles il faut y aller tout doucement. Enfin, quand on commence à dire que l'alimentation c'est compliqué, on va arrêter, on va faire plutôt du fractionné, favoriser des compotes, de l'alimentation plaisir, arrêter l'hydratation. Enfin, voilà, ça peut être compliqué pour l'entourage, donc il faut du temps. Il faut du temps, il faut de l'échange, il faut être sûr qu'ils aient bien compris aussi et qu'ils acceptent la situation. Puisque quand on accompagne le résident, quand tout le monde va dans la même marche, enfin, c'est beaucoup plus simple. Donc l'évaluation. Donc les évaluations, c'est aussi au quotidien. On réajuste, on réévalue. Et, voilà. Et l'accompagnement, donc il n'est pas que jusqu'au décès. On accompagne aussi après le décès. Parce qu'après le décès de la personne, il y a encore l'entourage. Donc voilà, on va jusqu'au bout des choses. Pour la personne et pour son entourage. Et ensuite, il y a l'écoute qui est très importante auprès des professionnels.
En conclusion, alors le schéma est beaucoup moins beau que celui qui a été présenté tout à l'heure, mais finalement il est dans le même esprit, hein, c'est-à-dire que le résident est au centre de la prise en soin, de l'accompagnement. Et finalement, c'est vraiment l'accompagnement de fin de vie, c'est une mission essentielle pour les équipes de notre EHPAD. Et je pense qu'on traduit finalement ce qui se passe dans beaucoup d'EHPAD, malgré la période de dénigrement de toutes les EHPAD françaises. Le projet d'accompagnement personnalisé, ça permet en partie de pallier à l'absence de directives anticipées. Donc on a un principe, c'est offrir la possibilité de fin de vie au sein de l'établissement en évitant en particulier les hospitalisations inutiles, en dehors évidemment de ce qui peut être curatif. Un objectif, c'est d'offrir aux résidents une fin de vie respectueuse de leurs attentes, pour qu'ils se sentent humains et objets d'attention, et qu'ils restent acteurs jusqu'au dernier jour de leur vie. Et puis il faut un dialogue, bien sûr. Hein. Dans le cadre de la déontologie avec le médecin traitant, ça c'est extrêmement important, parce que c'est compliqué, hein, les relations quelquefois peuvent être compliquées avec le médecin traitant, le médecin coordonnateur, il faut savoir dialoguer. Et puis le partenariat avec les équipes extérieures, comme l'HAD ou les soins palliatifs quand il y a des équipes mobiles. Et c'est dans ces conditions que l'EHPAD, qui est le dernier domicile des résidents accueillis, devient autre chose qu'un hébergement pour personnes âgées dépendantes.